plus de son, pas beaucoup, merci. Ouais, ça devrait aller. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc on a le quorum, alors en sachant que pendant la séance il y aura deux quorums. Il y a le premier quorum et puis il y aura le deuxième quorum au moment du compte administratif, puisque donc je sors. Donc voilà, mais on l'a puisqu'on est 14. 14 moins 1, ça fera quand même 13. Donc c'est bon. Alors, on avait prévu normalement dans l'ordre comme secrétaire de séance Éric Brem, donc qui n'est pas là. Donc si on continue, on devrait arriver à Stéphanie. Camerini, Jean-Brice n'est pas là. On va arriver à Isabelle, si on prend le D. Isabelle, tu es d'accord? Très bien. Alors, donc les pouvoirs. Donc il y a M. Camerini qui représente la mairie à la réunion des correspondants de défense ce soir, donc qui est absent, qui donne le pouvoir à Michel Horter. Stéphanie Fernandez qui me donne son pouvoir. Frédéric Vendon qui donne pouvoir à Karim Sibous. Jean-Jacques Tiani qui donne pouvoir à Virginie. Et Éric Brem qui donne pouvoir à Madame Verneau. Je n'ai pas d'erreur? C'est bon? Très bien. Donc nous allons établir au fur et à mesure les votes sur la base de 14 présents et 5 pouvoirs, c'est-à-dire 19, et pour le compte administratif 18, à moins que, évidemment, un conseiller ou une conseillère n'arrive en cours de séance. Procès verbal du 11 mars, aviez-vous des remarques? Non? Très bien. Je propose qu'on passe tout de suite au vote. Donc parmi les conseillers présents, qui est contre? Qui s'abstient? Parmi celles ou ceux qui ont le pouvoir, qui est contre? Qui s'abstient, donc adopté à l'unanimité. Information, ça va être beaucoup plus bref que d'habitude. Hein. Donc la première information, c'est la réouverture du point de dépôt des déchets végétaux aux ateliers municipaux. Donc il commencera cette réouverture le mercredi 2 avril, donc jusqu'au 31 octobre. Je vous rappelle donc que les dépôts acceptés sont les tonnes de pelouse, les tailles et lagages de branches d'un diamètre inférieur à 10 cm et les végétaux divers, feuilles, fleurs, paille. Donc ça ne change pas, c'est toujours rue de la Marne, derrière les ateliers municipaux. Et les horaires d'ouverture ne changent pas non plus, mercredi et samedi, de 9h à 12h30, de 13h30 à 18h. Je précise par ailleurs, même si ce n'est pas encore officiel, qu'il serait prévu au budget donc, de la commune d'Aglo le fait de pouvoir pré-enterrer, de faire une, comment on appelle ça, aidez-moi, une fosse, voilà, pour pouvoir déposer donc la benne qui permettrait donc à ce qu'on puisse déposer à peu près à hauteur de 1 mètre, 1 mètre 20, et donc de faciliter et le travail des personnes qui viennent déposer et le travail des personnels de la commune d'Aglo. Mais ça ne remet pas en cause l'ouverture que je viens de signaler. Information d'une décision prise en vertu des délégations de pouvoir consenties par le conseil municipal. Donc en date du 20 mars, j'ai pris une décision qui accepte le don d'un chèque de 500 €, donc auprès de la commune, donc offert par le Lions Club de Château-Thierry, Vallée de la Marne, en soutien de la commune suite aux inondations de septembre et octobre dernier. Donc cette remise de chèque a eu lieu le 15 mars dernier, comme je vous l'avais annoncé, lors de notre dernière réunion du conseil municipal. Et on a donc remercié chacun mutuellement Jean-Brice Camerini au nom de l'école et moi-même au nom de la mairie, mais on fera aussi un petit mot, Stéphanie, de remerciement au Lions Club, Vallée de la Marne. Pour l'ordre du jour, donc vous avez vu que la majeure partie et le plat de résistance et d'importance donc est consacré au vote du budget primitif. Il y aura le compte administratif auquel j'ai fait référence tout à l'heure, 2024, donc il sera nécessaire à ce moment-là de désigner un secrétaire de séance. Donc ce sera selon l'ordre, entre guillemets, donc Michel Horter, premier adjoint. Donc vous serez également invité à signer les documents budgétaires en fin de séance, donc très important avant de partir. Il faudra absolument les signer. Je pense que Stéphanie, vous pourrez vous tenir au bout de table. Voilà, très bien.
Donc le budget qui vous sera présenté ce soir par Xavier Christophe Lecomte est le résultat quand même, comme chaque année, j'ai envie de dire, d'un gros travail de préparation en amont, initié par la réunion d'orientation budgétaire qui devient traditionnelle, qui s'est tenue le 7 décembre dernier. Et il y a eu pas moins de 4 commissions des finances entre février et mars, dont une qui a regroupé la commission finances et la commission travaux. Toutes ces séances donc, ont permis de préparer et de proposer le budget qui vous est présenté ce soir. Et je remercie toutes celles et tous ceux qui ont œuvré, élus, personnel administratif, donc pour que ce travail puisse vous être présenté. Alors, avant le budget, on va passer d'autres petites délibérations, enfin, délibérations, pas petites. Hein. La première concerne, la 22 concerne les frais de scolarisation, le forfait communal 2025-2026. Stéphanie Gobiet, en charge de cette délégation, va vous expliquer et vous présenter la délibération. Bonsoir. Alors, je vais vous présenter donc la délibération 22 concernant les frais de scolarisation et donc le forfait communal pour 2025-2026. Donc, on délibère sur ces frais chaque année. Habituellement, on faisait plutôt en fin d'année et à la demande du contrôle de légalité. Il nous a été fortement conseillé de le faire au moment du vote du budget. Donc c'est pour ça qu'on vous le présente ce soir. Donc je vous rappelle que le forfait communal sert de base de calcul pour le montant des participations financières demandées aux communes de résidence des familles. Le critère d'évaluation du forfait communal est l'ensemble des dépenses de fonctionnement assumées par la commune pour des classes élémentaires et maternelles publiques. Cette évaluation a été faite conformément à la liste des dépenses éligibles au forfait communal visée en annexe de la circulaire du 15 février 2012. Donc, le forfait par élève est égal au coût moyen par élève constaté dans les écoles publiques d'Essonnes-sur-Marne, donc avec l'année N-1. Les dépenses prises en compte pour calculer le coût, donc, comme je disais, c'est le compte administratif de l'année N-1. Donc pour l'année scolaire 2025-2026, le montant est de 2 270,32 € pour les élèves des classes de maternelle et de 936,73 € pour les élèves de classe élémentaire. En comparaison, l'année passée, le coût avait été estimé pour l'école maternelle de 1 809,30 € et de 771,94 €. Donc, on a un coût qui a bien augmenté parce qu'il y a eu notamment l'année passée une revalorisation des charges, des traitements de nos agents. Et du coup, ça a une incidence assez importante. Et on a aussi un nombre d'élèves un petit peu en baisse, donc ce qui fait que ça augmente le forfait communal et pour la maternelle et pour l'école primaire. Donc, j'invite le Conseil, après en avoir délibéré, à valider l'évaluation du forfait communal ci-dessus présenté. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions. Bon, très bien, on va passer au vote tout de suite. Donc, parmi les conseillers présents, qui est contre, qui s'abstient? Parmi les pouvoirs, qui est contre, qui s'abstient? Merci pour ce nouveau vote à l'unanimité. Donc on a dit 19 pour. Donc je vais céder la parole à Xavier Christophe pour un point d'information dans un premier temps. Alors bonsoir ou rebonsoir. Point d'information effectivement, donc il n'y aura pas de vote à l'issue de ce point d'information. Sur les provisions budgétaires, alors comme vous le savez, on l'a déjà expérimenté l'année précédente. Il n'y a plus d'obligation
de délibérer sur les provisions que l'on passe au budget pour constater, par exemple, un risque de non-paiement ou au contraire une charge exceptionnelle. Donc, l'on vous présente les provisions de l'année prévues au budget 2025 dans le tableau qui figure en haut de la page numéro 3, et on pourra en discuter si vous voulez. Donc, nous en avons distingué 4 au titre de l'année 2025. Une provision, une dotation supplémentaire sur la provision pour les créances des particuliers. Donc là, on a quelques frais de cantine et de garderie qui sont impayés, ainsi qu'un problème de loyer. Sur les créances des professionnels, en revanche, on réduit la provision tout simplement parce que le risque s'est amoindri sur une créance. Une provision supplémentaire de 4 813,20 € sur le compte personnel de formation. Alors là, ça concerne autant les agents communaux que les élus. Et en fait, on augmente la provision. Pourquoi? Parce que nos agents ont un peu plus d'ancienneté, donc le risque que ce compte personnel de formation soit utilisé devient plus important, si on peut dire ça comme ça. Et puis enfin, une provision sur les comptes épargne-temps, qui est également dotée de manière supplémentaire pour 1 328 €. C'est également lié au fait que cette année, des agents ont épargné un peu plus de jours de congé et donc sont susceptibles plus tard d'utiliser ces jours-là. Avez-vous des observations, des questions? Non? C'est clair pour vous? Alors le vote. On vote pas, oui, pardon. Je l'avais précisé en plus. Je soupçonne Xavier de rechercher l'unanimité. Sur ce type de sujet, oui. Autre point pour information, je fais l'enchaînement du coup. Indemnité de toute nature dont bénéficient les élus est à établir avant l'examen du budget. Donc ça, c'est une obligation légale qui impose au conseil municipal d'être informé chaque année des indemnités de toute nature, quelles qu'elles soient, dont bénéficient les élus qui siègent au conseil municipal. Donc vous avez un tableau en haut de la page 4, qui va être, j'imagine, reproduit ici même, qui vous présente les différentes indemnités qui ont été perçues par les élus au cours de l'année 2024. Je vous précise que le montant global est sensiblement équivalent à celui de l'an dernier, à une centaine d'euros près, qui est lié au fait, cette différence est liée au fait qu'il y a eu un conseiller délégué qui a démissionné en 2024 et qui a été remplacé par la suite par un nouveau conseiller délégué. Avez-vous des observations sur ce point sans vote? Bon, c'est bon. Tu veux faire la transition? Non, juste, on a mis volontairement 2 cases qui sont renseignées néant, remboursement des frais kilométriques, repas et autres, parce que jusque-là, depuis le début du mandat, nous n'utilisons pas, nous ne faisons aucune demande auprès de la municipalité pour d'éventuels remboursements kilométriques ou de repas. Jusque-là, tout est pris sur notre indemnité respective quand il y en a, et idem, bien évidemment, sur des éventuels avantages en nature. On va passer donc cette fois-ci à une délibération 23 sur la fongibilité des crédits en section de fonctionnement et d'investissement pour approbation. Alors, fongibilité des crédits, donc je vous rappelle le principe, il s'agit de permettre à Monsieur le maire de déplacer des crédits dans certaines limites afin d'éviter d'avoir une délibération du conseil municipal y autorisant. Donc il y a 2 limites. La limite c'est 7,5% des dépenses réelles de la section de fonctionnement et d'investissement concernée. La deuxième limite, c'est qu'on ne peut pas toucher aux crédits du chapitre 12, qui sont les crédits dédiés aux dépenses de personnel. Donc nous avons utilisé cette faculté en 2023, ça s'est bien passé. En 2024, ça s'est bien passé. À chaque fois que nous avons utilisé cette faculté, eh bien, nous avons fait un retour sur les crédits qui ont fait l'objet de cette fongibilité, à la fois en commission finance, mais aussi au sein du conseil municipal. Et ce que l'on vous propose, c'est de faire exactement la même chose en 2025. Avez-vous des questions, des observations? Alors là, cette fois-ci, on peut passer au vote. Donc, parmi les présents, qui est contre?
qui s'abstient. Parmi les pouvoirs, qui est contre, qui s'abstient. Donc vote à l'unanimité, 19 pour. Nous allons passer au compte de gestion, donc délibération 24. Alors, le compte de gestion, comme vous le savez, c'est un compte qui est établi chaque année par budget et qui doit être voté avant le 1er juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, donc au cas particulier avant le 1er juin 2025. Comme vous le savez également, il retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes selon une présentation qui est similaire à celle du compte administratif que l'on verra juste après. Donc en ce sens, ce compte de gestion, il constitue la restitution à l'ordonnateur des comptes de la commune tenus par le collègue comptable. Vous avez reçu ce compte de gestion en X pages dans la convocation qui vous a permis d'être là ce soir. Vous avez, j'imagine, été très curieux et vous l'avez regardé attentivement. Avez-vous des observations, des questions par rapport à ce compte de gestion? Je vois que ça vous a passionné. Alors, moi, je trouve que c'est une lecture très très intéressante, et peut-être que c'est ma déformation, on va dire, financière, comptable, qui veut ça. On apprend beaucoup de choses sur la commune en lisant le compte de gestion et aussi sur le compte administratif. Donc, on va passer au vote. Donc qui est contre, qui s'abstient, parmi les pouvoirs qui est contre, qui s'abstient, donc nouvelle unanimité, donc à 19 pour. Là c'est là que je vais sortir. Contre. C'est parti. Donc là, Michel, vous aviez. Alors le compte administratif, donc là c'est pareil, vous l'avez reçu avec la convocation. Vous y trouvez un certain nombre d'éléments très intéressants sur la santé financière de la commune. C'est notamment dans ce compte administratif on détaille l'état des emprunts en cours, l'état des personnels, des équivalents temps plein, on y reviendra plus tard. Pour l'année 2024, ce compte administratif, fait état des éléments financiers qui sont repris en page 6 de la note de synthèse que vous avez reçue. Je pense que vous êtes également passionné par la lecture de ce document. Avez-vous des questions, des observations sur ce compte administratif? Pas de questions, pas d'observations, alors on va pouvoir passer au vote. Vous voulez le faire ou je le fais? Oui, vas-y. Qui s'abstient? Une voix de contre. Pour ceux qui ont des pouvoirs, qui s'abstient? Qui vote contre? Donc le compte administratif est adopté par 18 voix pour et un vote abstention. 3 abstentions, pardon. Alors ça fait 19 moins 1. Ça fait 18. Oui, c'est vrai, pardon. 16. On est à 19 présents moins 1, ça fait 18. Moins 3, ça fait 15. Donc 15 pour, 3 abstentions. Il n'y avait que 4 là. Il y avait 3 abstentions. Oui, mais en pouvoir, il y avait que 4 puisque Jean-Paul avait un pouvoir. On retire le vote de Jean-Paul et le pouvoir de Jean-Paul. Donc ça fait 14 pour. Donc 14 pour et 3 abstentions. C'est votre dernier mot? Donc Jean-Paul, 14 pour. D'accord. Okay. Bien. Délibération 26, alors c'est l'affectation du résultat d'exercice 2024, si je ne m'abuse. Donc on continue sur les opérations de clôture de l'exercice 2024 et il s'agit maintenant d'affecter, vous en avez l'habitude, on le fait chaque année, le résultat de l'exercice 2024. Alors vous avez tout le détail en page 7 de la note, donc ça n'a pas de sens de relire à haute voix ce qui figure. C'est normalement affiché sur l'écran derrière nous.
In fine, il est proposé d'affecter au compte 1068 la somme de 421 036 € et 32 centimes. Observation, question, remarque? On y va pour le vote, donc qui est contre, qui s'abstient. Parmi les pouvoirs, qui est contre, qui s'abstient. Très bien, donc on a 16 pour et 3 abstentions. Donc on arrive au vote des taux d'imposition, c'est les délibérations 27. Vas-y, vous avez. Ah bah oui, c'est moi en fait. Oui. Donc il s'agit, comme chaque année par cette délibération, donc, de fixer les taux appliqués pour l'année 2025 sur chacune des taxes directes locales. Donc je vous rappelle que le taux de la taxe d'habitation, qui ne concerne plus que les résidences secondaires, donc les locaux meublés non affectés à l'habitation principale, et sur délibération les logements vacants depuis plus de 2 ans, donc est à nouveau voté depuis 2023. Nous vous proposons... c'est bon ? Donc nous vous proposons qu'il n'y ait aucune augmentation de ces taux pour l'année 2025. Ce qui revient à dire que la taxe foncière sur les propriétés bâties en ce qui concerne nous, la commune, serait donc de 47,01 à l'identique. La taxe foncière sur les propriétés non bâties à 24,86%. Il faut savoir aussi que dessus, il y a 31,72% équivalent au transfert de la part départementale aux communes depuis 2021. La taxe d'habitation sur les résidences secondaires à 15,10% et la taxe d'habitation sur les logements vacants à 15,10%. Y a-t-il des remarques? Pardon? Il y a une copie dans la note. Le renvoi fait sous la taxe foncière sur les propriétés non bâties concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ah oui, oui. Oui, ça va. Sinon, on aurait un taux négatif. Oui, oui. Donc voilà, donc c'est par... Oui, Mme Vernou, vous vouliez... Oui, je voudrais savoir où on en est avec l'état 1259 par rapport aux bases d'imposition. Ah, justement, non, mais vas-y. Justement, on vient d'avoir la feuille, il y a quoi? On a reçu il y a quelques jours l'état 1259. Donc on a fait le calcul avec ces taux-là. Les bases d'imposition évoluent de 2%. Ça, c'est l'État qui décide, c'est pas nous. Hein. Donc c'est dans la dernière loi de finances qui a été votée au mois de février. Alors par rapport aux années précédentes, cette augmentation est plus faible. Mais il y a les phénomènes d'inflation aussi qui peuvent expliquer cette baisse de taux. Parce qu'en fait, elle est à N-1. En fait, parce que l'État prend par rapport à l'inflation de l'année précédente. D'où une année, la hausse qui avait été forte de combien, je ne me souviens plus exactement. On a été jusqu'à 6,7, il me semble, de tête. Donc là, 2%. Voilà, bon, ben après, dans le choix des communes, il y a des communes. Il y a des. Oui, oui, pour la copie, pour faire la correction. Alors ça, voilà, ça passe, voilà, au-dessus. Et on en est en dessous. Sinon, voilà, sinon ça aurait fait du moins, moi je sais pas combien, ça aurait pas été de grand chose. Ça aurait voulu dire qu'on verser de l'argent, en effet. Bien. Donc c'est un choix politique hein, qui a été vu en commission finances. Certaines communes augmentent régulièrement de quelques points ou autres. Certaines communes, comme on l'a vu, jouent énormément sur la taxe d'habitation sur les résidences secondaires.
notamment les communes touristiques ou les grandes villes françaises, comme vous l'avez certainement vu aussi. Ça pouvait aller sur certaines grosses villes jusqu'à 50% d'augmentation. Nous, il faut savoir que la taxe sur les résidences secondaires représente énormément peu en ressources. De tête, on est à 1 500 €. Hein. Si je ne m'abuse, vous me passerez les centimes, hein, 1 500. Donc on a décidé de ne rien toucher sur les 4 impositions. Donc on peut, il n'y avait pas de remarques autres? Non? Voilà. Donc on peut passer au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Parmi les pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Donc 19 pour, vote à l'unanimité. Et là je vais passer la parole à Jean-Yves pour la délibération 28, versement d'une subvention au CCAS pour approbation. Alors, bonjour à tout le monde. L'Assemblée du Conseil d'administration du CCAS s'est réunie le 20 mars 2025 et a pris connaissance des dépenses et recettes réalisées en 2024. Concernant les dépenses pour les colis de Noël 2024, les aînés, le CCAS a acheté 73 colis doubles pour une somme de 1 796,53 € et 183 colis gastronomiques individuels pour une somme de 3 568,50 €, soit un total de 5 365,03 €. Du fait d'avoir diminué le coût des colis en réduisant leur contenu et d'avoir augmenté le seuil de l'âge bénéficiaire à 71 ans au lieu de 70, le budget du CCAS a pu couvrir en 2024 l'intégralité de la dépense liée aux colis de Noël. Cependant, le budget consacré à l'achat des colis de Noël reste conséquent, sachant que le CCAS essaie de diversifier ses actions à l'exemple de l'organisation d'un thé dansant en 2024. De plus, le CCAS souhaite poursuivre ses actions sociales envers les habitants, principalement sous forme d'aide financière et de bons alimentaires. Pour ces raisons, une subvention du budget communal d'un montant de 4 000 € s'avère nécessaire. Le conseil municipal est donc invité à approuver le versement d'une aide de 4 000 € au bénéfice du CCAS de la commune. Et les crédits seront inscrits au budget prévisionnel 2025 de la commune, article 657-369. Des questions? Y a-t-il des questions? Non. On passe directement au vote alors. Donc, parmi les présents, qui est contre? Qui s'abstient? Parmi les pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Et je vous en remercie aussi au nom du CCAS. Je vais céder la parole à Michel Apter, si je ne m'abuse, pour 2 délibérations, 29 et 30, qui concernent donc les demandes de fonds de concours numéro 1 auprès de la commune d'Aglo. Concernant les travaux, Michel, c'est à toi. Alors, pour les travaux de remplacement de tête à l'école élémentaire de la côte de 4, demande de subvention fonds de concours 2025 sur l'enveloppe numéro 1 auprès de la CRTT, approbation en porteur. La municipalité envisage des travaux de changement de fenêtres de l'école élémentaire de la côte 204. Il s'agit de remplacer une dizaine de fenêtres dans le couloir du bâtiment longeant la rue. 5 fenêtres sont cuites et 5 autres sont cuites.
Le remplacement de ces fenêtres au simple vitrage s'avère nécessaire au regard de leur vétusté et de la perte calorifique qu'elle génère. Dans ce cas, nous donnons des subventions à la communauté d'amélioration de la pêche au Château-Thierry au titre de la première enveloppe du fonds de concours est envisagé. Le plan de financement sera le suivant. Coût total hors taxe de l'opération, 10 500 € hors taxe, soit 12 600 € TTC. Montant de la subvention fonds de concours, 25% du montant hors taxe, soit 2 625 €. Reste à charge de la commune sur le montant total hors taxe, 7 875 €. Reste à charge à la charge de la commune sur le montant total, 9 975 €. Le conseil municipal, pour avoir délibéré, approuve le remplacement d'une dizaine de fenêtres. Il y a des questions, c'est un sujet qu'on avait déjà vu plusieurs fois. Oui, voilà, il faudrait passer un micro à Olympe, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Oui, juste la petite question, c'était est-ce que les fenêtres qui vont être changées, ça va être le couloir qui va accueillir les toilettes? Ou ce n'est pas du tout le même couloir? Non, c'est le couloir qui donne sur la rue. Et au bout, en effet, au bout, tu as la porte, c'est le couloir qui est à angle droit, qui va de la petite cour au couloir de la grande cour. Donc on ne fera pas un doublon de travaux, c'était juste... Alors peut-être que Michel, dans le cadre de la délibération suivante, pourra peut-être apporter un élément de réponse à ta question. Donc ça c'est issu d'un travail qui a été fait donc, en lien aussi avec Stéphanie Gobiet, et dont j'ai fait état au conseil d'école de la semaine dernière, puisqu'on avait déjà voté les travaux. Et là, il s'agit tout simplement de la subvention, fonds de concours numéro 1. Je vous rappelle que le fonds de concours numéro 1, au niveau de la com d'Aglo, les demandes sont de droit. Et donc il s'agira, au fil du temps, j'ai envie de dire, d'utiliser au mieux la somme qui est consacrée à notre commune. Donc il y a un peu plus de, je ne sais plus exactement, 30 et quelques mille euros. Très bien. Donc, y a-t-il d'autres questions? Non. Vétusté, j'ai envie même de dire qu'il y a peut-être un point ou deux, Stéphanie, il y a peut-être un point ou deux où c'est même limite un peu, heureusement que c'est pas à porter des enfants, il fallait vraiment changer les poignées abîmées, donc voilà. Donc c'est pas du luxe. Très bien, on peut passer au vote, donc qui est contre? Qui s'abstient? Parmi les pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. Donc, donc nous avons donc 2 contre, 1 abstention, et donc ça doit faire 16 pour, si je ne m'abuse. C'est cela. Michel, tu peux enchaîner avec la délibération numéro 30. Si tu veux avant apporter une réponse à la demande d'Olympe, peut-être. Ta question, tu voulais savoir quoi exactement? Tu as la réponse, hein? Oui. Savoir où c'est que... Mais ce sont bien 2 opérations différentes. Voilà, c'est bien ça. C'est ça le truc important. Et par contre, quand on a vu les travaux donc, sur les WC, on a vu que c'était donc une première étape et que peut-être elle pourrait être complétée plus tard pour refermer complètement et permettre notamment dans le cadre des PPMS, parce que les enfants puissent accéder aux toilettes sans avoir à sortir, parce que normalement on n'a pas le droit de sortir dans le cadre des plans de mise en sécurité. Hein. Voilà. Je pense que c'était pour donner la parole à Michel. Bon, si c'est bon, c'est bon. Hein. Merci. Michel, la 30 qui n'a rien à voir. Ça, c'est la rénovation d'un logement communal, demande de fonds de concours 2025 sur l'enveloppe numéro 1 auprès de la CRCT. Un logement communal nécessite des travaux de rénovation afin d'être en conformité et pourrait être à nouveau proposé à la location. Les travaux de réhabilitation prévoient notamment 6 lots comprenant une phase de démolition des doublages de la salle de bain existante, un lot doublage cloison menuiserie intérieure, et un lot de menuiserie extérieure, un lot électricité et ventilation, un lot plomberie sanitaire et un lot de peinture.
À ces travaux s'ajouteront des travaux de carrelage, électricité, de chauffage et de couverture en zinc de la partie cuisine. L'architecte en charge de la maîtrise d'œuvre estime la rénovation complète du logement à 114 300 € hors taxe, soit 137 160 TTC, hors honoraires. Pour financer ces travaux, il est proposé de solliciter l'État au titre des CLIS, dotation de soutien à l'investissement local 2025. Plan de financement sera le suivant. Le total de l'opération, 136 137 € hors taxe, soit 167 407,60 € TTC. Montant de la subvention fonds de concours, 10% du montant total en taxe, soit 13 617,30 €. Part communal du montant total hors taxe, 122 555,70 € et la part communale sur montant TTC, 149 790,30 €. Vous avez des questions? Les 10%, ça serait pas plutôt ce qu'on demande aux DZI? Il n'y aurait pas un copier-coller malheureux là? Son contour. Sachant qu'on entend on demande quoi aux DZI? On parle de 114 000 € hors taxe, c'est plus bon en plus, et après on parle de 136 000 €. Il y a des crédits aussi. Oui, c'est ça. La question, c'est avant de des. D'accord. Ok. On demande 40% de l'assiette en tout. Demande de subvention des SN auprès de l'État déposée pour une rénovation du logement communal à hauteur de 40% du montant total hors taxe, soit 54 469,20 €. Sous réserve de l'acceptation des deux demandes, la subvention des CRI, au fonds de concours du plan de financement global du projet de rénovation du logement, sera le suivant. Coût total d'opération, 136 173 € hors taxe, soit 163 407,60 € TTC. Subvention des SLI, compte concours, 66 086,50 €. Part communale sur le montant hors taxe, 68 086,50 € et la part communale TTC, 95 321,10 €. Pascal, À ce prix-là, on aurait pu faire mieux. c'est pas évident. C'est pas évident du tout. L'appartement. 163 000. Alors, oui, on peut pas refaire du neuf sur celui-là. Ça veut dire qu'on enlève la poste. On aurait pu. Puisque c'est le logement qui est situé au-dessus de la poste. Ok. Alors, dans les premiers échanges qu'on avait eus, on avait vu que par rapport au. Il fallait avoir. Peut-être avant la fin du mandat, ou alors ce sera l'autre municipalité qui s'en occupera, peut-être réfléchir un peu davantage sur la valorisation du patrimoine communal et voir ce qu'il serait à céder, ce qu'il serait à rénover, en sachant que pour l'instant, l'intérêt de ce logement, c'est qu'il est plein centre-bourg, il y a la poste en dessous, il y a des commerces juste à côté, il y a l'arrêt de bus à côté, donc c'est vraiment un logement qui paraissait important à conserver. Alors, l'appartement, tout est cher. Hein. Quand on regarde, par exemple, ce qu'on a voté précédemment pour les 10 fenêtres, comme vous voyez au coup où on en est. Donc voilà. Alors après, moi j'avais calculé très rapidement l'amortissement à partir d'un loyer. Alors en plus, là, le loyer, cette fois-ci, étant donné qu'il sera aux normes, ce sera un loyer qui sera réajustable chaque année. Contrairement à d'autres logements qu'on a où on ne peut pas réajuster parce qu'on est en D ou en E au niveau de l'énergie, du bilan énergétique. J'avais calculé rapidement, je tombais, je crois, sur 15 ou 16 ans. Donc ça correspond tout à fait à une construction ou à une réhabilitation normale. Alors, chacun son tour. Alors, vous débrouillez entre vous. Comme vous avez levé la main en même temps, Michel, on va donner le micro. Il y a Frédéric et il y a
il y a Karim. Alors, moi, c'est juste une petite observation sur la clarté de la délibération. Dans un premier temps, on nous annonce que pour financer ces travaux, il est proposé de solliciter l'État au titre de la TSIL, et on nous donne le plan de financement avec le montant de la subvention du fonds de concours, et un peu plus bas, on nous rappelle qu'on a déjà demandé la TSIL. Donc, à mon avis, il y a quand même un problème de copier-coller. Voilà. Surtout que les sommes ne sont pas identiques. Oui. Donc il faut se baser sur le dernier élément. Il faut juste changer pour financer ce travaux. Oui. De solliciter la carte. C'est ça qui est pas bon. Oui. Il faut juste changer celui-là. Voilà. Ok. Karim? Oui, c'était juste pour... Est-ce que quelqu'un peut me rappeler déjà combien avait coûté la toiture? Voilà, donc en clair, un amortissement sur 15 ans, monsieur le maire, je le trouve très optimiste. Ma maison vaut moins cher que ça, et je mets plus de 20 ans à la rembourser. Et moi, je mets un bon loyer. Donc bon, maintenant sur l'idée de réfléchir à l'avenir sur l'investissement dans les logements, c'est clair qu'il faudra le faire sérieusement, si on est encore là. Ok, alors je vous rappelle que là, l'objet du vote n'est pas... l'objet du vote, c'est la demande de subvention. Voilà. C'est pas le est-ce qu'on fait les travaux ou pas. Hein. Ça, on l'a déjà voté la dernière fois, et on n'avait pas eu d'ailleurs d'intervention, il me semble, à l'époque. Je ne crois pas. Voilà, donc on est bien sur la demande de subvention. Avec le petit correctif qui a été fait, Stéphanie. Ah. D'ici quelques temps, ça va s'arranger. On aura des micros supplémentaires. Moi, je voulais juste revenir sur la problématique du patrimoine et de sa mise en valeur. Après, je sais qu'il est possible, enfin, je pense que vous êtes au courant, qu'un chargé, un architecte, puisse faire en fait un constat de l'ensemble et puisse évaluer tout ce qui peut être remis à jour. Je pense que ça serait peut-être une bonne idée. Après, je dis pas qu'il faut tout vendre, mais après, la vente, ça veut dire qu'il faut racheter des choses, c'est aussi un coût. Donc, je pense que c'est bien aussi de pouvoir rénover. Voilà, c'est ça, au niveau du patrimoine. Il ne faut pas non plus tout vendre, il faut garder aussi des choses. Je pense que c'est une bonne chose. Voilà. Tout à fait. Alors ça a été échangé comme ça, mais pas en commission ou autre. C'est une idée qui avance et à mon avis qu'il faudrait réaliser. Et je vais même encore aller un peu plus loin. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un élu qui ait, dans le cadre de ses fonctions, cette responsabilité de valorisation du patrimoine de la commune. Après, peut-être ne pas oublier que le patrimoine de la commune produit aussi des recettes. Oui, c'est ça aussi. C'est pour ça que j'insistais aussi sur ce logement bien particulier tel qu'il est situé et où on aura possibilité de revaloriser le loyer chaque année en fonction de l'indice. Condition que les gens payent leur loyer. Non, mais ça, c'est comme partout. C'est comme partout. Alors, pardon, presque vrai. Oui, pardon, j'oublie la sucette. Il faut distinguer la recette qui figure au budget de la trésorerie. La recette, c'est le produit que l'on attend d'une opération. En l'espèce d'une location, on attend chaque mois, que le loyer soit facturé. C'est ça la recette. Et la trésorerie, c'est le paiement du loyer qui rentre sur le compte bancaire. C'est deux choses différentes. Donc, ce qui va rentrer dans le budget, c'est la recette, c'est-à-dire le montant du loyer. À ce stade, dans le budget, on ne va pas regarder si c'est payé ou pas. Voilà. Ah bah tiens, on a le coût de la toiture. Voilà, 34 100. Merci Stéphanie, 34 180. C'était une nécessité puisque ça fuyait et à l'époque, il était habité. Il était habité. Et il y a la poste en dessous. Ah. Très bien. Donc on fait les calculs. Très bien. Je ne veux pas trop m'attarder sur les impayés puisqu'en effet, donc ça n'a rien à voir en termes comptables, c'est deux choses différentes. Mais on s'aperçoit que sur les impayés, je le vois aussi en tant que maire, puisque je siège au sein des CAPEX, commission d'expulsion.
Les impayés, ça peut venir de n'importe quelle personne, hein, voire organisme, organisation. On le verra prochainement. Ok, très bien. Du coup, je me suis appuyé sur la votière, à mon avis, on n'a pas voté. Donc, on va pouvoir passer au vote. Donc, je reprécise bien qu'il s'agit de voter sur la demande de subvention auprès de la commune d'Aglo. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Parmi les pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Donc 2 contre, 2 abstentions, ça doit faire 15 pour que nous demandions la subvention. On arrive au gros morceau, donc le budget primitif 2025. Vas-y, alors là, il va y avoir le diaporama, je pense, en même temps. Kevin, c'est bon? Ouais, c'est parti, vas-y Xavier. Donc budget 2025, je tiens aussi moi à remercier toutes les personnes qui ont collaboré à ce budget de près ou de loin et qui ont aidé à sa réalisation. Budget 2025 qui s'est déroulé dans un contexte un peu particulier puisque vous avez vécu comme nous tous les aventures du budget de l'État en fin d'année et en début d'année. In fine, le premier budget prévoyait des efforts importants demandés aux collectivités territoriales, 4 milliards d'euros d'efforts. Il y avait un impact notamment pour nous directement sur les dotations et sur le FCTVA. Ce budget a été censuré et un deuxième budget est intervenu en février, a réduit les efforts demandés aux collectivités territoriales et le FCTVA, puisqu'on en parlait, s'est retrouvé dans les mêmes conditions qu'en 2024, j'ai envie de vous dire ouf. Il y a toujours malgré tout un impact sur les dotations, on verra plus tard, sur certaines subventions, notamment au niveau de la DRAC, et sur le fonds vert qui est largement amputé. Des incertitudes également sur la situation du département, vous en avez certainement entendu parler, on va dire très clairement les choses. Le département est aujourd'hui très proche du dépôt de bilan. Il est obligé de se recentrer sur ses dépenses sociales obligatoires, donc le RSA, l'accompagnement des enfants, etc. Ce qui a un impact pour nous, un impact direct sur les possibilités de subvention, puisque c'est le régime API, N Partenariat Investissement, qui est largement amputé cette année, puisque le département ne peut plus le financer. Un impact également du côté de la communauté d'agglomération, alors vous connaissez l'histoire, je vais pas vous la refaire. Et puis, plus globalement, la situation des collectivités territoriales en 2024 qui s'est fragilisée. Leur épargne brute est en baisse. Ce sont des données qui sont issues d'une réunion à laquelle j'ai participé le 13 mars dernier. L'épargne brute des collectivités en France est en baisse de 1,1% par rapport à 2023. Les recettes de fonctionnement continuent de progresser, mais elles progressent moins vite que les recettes de fonctionnement, ce qui explique cette épargne brute en baisse. Alors, pour en revenir à notre proposition de budget, on va l'envisager dans les détails, en commençant par les dépenses de fonctionnement. Donc, la diapo suivante, je vais y arriver, vous présente les dépenses de fonctionnement envisagées en 2025 par chapitre. Donc vous voyez très clairement le chapitre le plus important sur la commune, c'est le chapitre 12 dédié aux charges de personnel et aux frais assimilés. Donc là-dedans vous allez retrouver les charges de personnel, les salaires, les cotisations patronales, des éléments sociaux, des éléments médicaux. C'est notre premier poste de dépenses prévu au budget 2025, mais ce n'est pas une surprise parce que c'était le cas sur les budgets précédents également. Deuxième poste de dépenses important, ce sont les charges à caractère général. J'ai envie de vous dire l'électricité, le gaz, l'eau, les crayons, etc. etc. Vous voyez, 636 000 euros, un peu plus même. D'accord. Et le troisième poste le plus important, c'est le chapitre 65, les autres charges de gestion courante, 189 000 euros. Là, on va trouver des dépenses un peu plus spécifiques, et notamment, mais pas que, je vous rassure, les indemnités des élus. Il y a également des licences informatiques dans ce projet.
Vous voyez que nos charges financières s'élèvent au budget à 10 800, c'est le montant réel hein, par rapport au montant des emprunts que l'on a. Et puis des charges spécifiques, ça c'est plus marginal. In fine, on arrive à une proposition de dépenses de fonctionnement d'un montant de 2 349 367,59 €. C'est précisément le montant qu'on avait présenté en commission finance, avec une modification qui est intervenue sur le chapitre 14 des atténuations de produits. Donc ce sont essentiellement des remboursements que l'on doit faire à l'État au titre des dégrèvements qu'il accorde sur la taxe d'habitation sur les logements vacants. Nous avons reçu la notification pour l'année et donc on a augmenté la somme qu'on avait prévue. Initialement, on avait mis 6 000 €. On l'a porté à 8 715 €. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Je vous propose une petite comparaison par rapport au mandat précédent. L'idée n'est pas forcément de se dire on s'en sort mieux, on s'en sort moins bien, mais de voir un peu l'évolution. Et vous voyez qu'il y a deux postes qui évoluent sensiblement. Un, ce sont les charges de personnel, plus 2,50 entre les deux mandats. Et un poste qui diminue, et on vient d'en parler, ce sont les charges financières, moins 2,39 quand on compare les deux mandats. Le reste est plutôt stable. Et il y a certains chapitres qui sont servis de manière assez marginale. On passe à l'image suivante, justement pour faire un focus sur le chapitre 12. On vous a indiqué sur cette image les équivalents d'emploi depuis 2019, donc entre 2019 et 2024, tels que ça résulte des comptes administratifs votés en conseil municipal. On n'a pas pu remonter avant 2019, tout simplement parce que c'est une information qui ne figure pas dans les comptes administratifs antérieurs. Donc vous voyez que entre 2019 et 2024, nous avons une perte de TP inférieure à 1 point. Et vous voyez également l'évolution au fil des années. On a été au plus haut, j'allais dire, en 2020 et au plus bas en 2022. Donc là, on a tendance à progresser un petit peu, même si la progression entre 2023 et 2024 est plutôt faible. Quand on compare, c'est la diapositive suivante, les équivalents d'emploi par année par rapport au chapitre 12, on arrive à un coût moyen par ETP annuel. Et vous voyez que ce coût moyen par ETP annuel progresse sensiblement entre 2019 et 2024. Ça tient notamment à des augmentations de points d'indice et des revalorisations salariales. Je précise que l'étude a été faite en tenant compte, puisque c'est désormais au chapitre 12, des frais du chantier d'insertion et sans tenir compte des frais du chantier d'insertion, et on arrive exactement au même résultat. Image suivante, un petit diaporama sur la situation des charges d'intérêt que l'on paye avec les remboursements d'emprunt. Et vous voyez que depuis 2014, on a une tendance baissière qui s'accentue plus ou moins en fonction des années. Il faut savoir que notre dernier emprunt souscrit remonte à 2020, juste avant notre arrivée en mandat. Vous m'interrompez si vous avez besoin. Voilà pour les dépenses de fonctionnement. Est-ce que vous avez des remarques, des observations, des questions? Où on passe, j'allais dire, de l'autre côté de la barrière, sur les recettes de fonctionnement envisagées pour 2025. Et pas franchi sur la barrière. Voici maintenant les recettes de fonctionnement, image suivante, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Les recettes de fonctionnement envisagées pour 2025. Les principales recettes, ce ne sera pas une surprise pour vous, ce sont les produits fiscaux. Donc c'est le chapitre 731 pour un montant envisagé de 1 365 200 €. Donc le montant, comment on l'a obtenu? C'est simple, on a pris le montant qu'on a perçu en 2024 et on a rajouté 2%, conformément à l'augmentation des bases. Le deuxième poste de recettes, on y reviendra un peu plus en détail d'ailleurs, ce sont les dotations que l'on perçoit de l'État et d'autres collectivités, évaluées à 507 000 €. Troisième poste de recettes intéressant également, ce sont les autres produits de gestion courante, et c'est là-dedans qu'on va retrouver notamment les loyers des locations de salles, les redevances que l'on perçoit sur l'occupation du domaine public,
les loyers des logements communaux. Et en dernier lieu, je permettrai de citer les produits des services du domaine et les ventes diverses. Ce sont les ventes de tickets de cantine, les ventes garderie, la part que l'on perçoit sur les ventes de concessions, de cavures dans les cimetières, etc. etc. Un poste qui mériterait d'être développé, on l'a déjà dit. In fine, on arrive à des recettes de fonctionnement évaluées pour l'année à 3 231 354,67 €, ce qui nous permet de dégager un excédent de fonctionnement qui va venir alimenter notre section d'investissement, on verra tout à l'heure. Dans le détail, quand on se compare, diapositive suivante s'il vous plaît, quand on se compare avec, juste c'est d'après. Non, avant. Là, juste après. Voilà, parfait, merci. Quand on compare avec le mandat précédent, on voit que le rapport entre les chapitres reste quand même plutôt stable, à l'exception des autres produits de gestion courante qui augmentent de 2,31. C'est tout simplement parce qu'on fait un peu plus de location que dans le passé. Ça s'explique uniquement par ce biais-là. Vous voyez également que les impôts et taxes, leur proportion dans les recettes d'investissement diminue de 0,75 points et les dotations que l'on perçoit de divers participants, si je puis dire, baissent également de 0,33 points. Alors justement, je souhaitais faire un focus, diapo suivante s'il vous plaît, sur certaines recettes qui sont les plus importantes pour la commune, en commençant par la dotation globale de fonctionnement et son évolution depuis on va dire, 10 ans. Entre 2014 et 2024, vous voyez que la courbe est assez parlante. On va dire que la chute a été importante. La bonne nouvelle, c'est que ces dernières années, la baisse diminue, comme m'aurait dit Jean-Pierre Raffarin. Alors, c'est inquiétant, mais c'est pas si dramatique parce que dans le même temps, et c'est l'image juste après, vous avez la situation de la dotation de solidarité rurale qui, elle, finalement, connaît un peu le destin inverse, puisqu'elle augmente régulièrement, et surtout depuis 2018, alors c'est sans doute lié au nouveau découpage territorial, et vous voyez que la commune en bénéficie de manière assez importante et de plus en plus importante en fonction des années. Vous voyez que l'augmentation est assez régulière sur les 4-5 dernières années. Autre poste de recette important, c'est l'attribution de compensation. Alors l'attribution de compensation, je vous dis, on ne voit pas bien les sommes de moi, mais on voit au moins la courbe, l'évolution de la courbe. L'attribution de compensation, c'est l'attribution qui nous est versée par la communauté d'agglomération. Et après quelques années de variations plus ou moins erratiques, cette attribution de compensation se stabilise un petit peu en dessous de 340 000 € à l'année. Ça n'a pas bougé depuis 2022, c'est le même montant depuis 2022. Donc vous voyez, la DGF baisse, un peu moins ces dernières années, la DSR augmente et augmente régulièrement, et l'attribution de compensation stable. Au final, on n'est pas perdant, mais on n'est pas gagnant non plus, j'allais dire. Sur les produits fiscaux, c'est juste après, merci. Alors là, on vous a indiqué le montant total des produits fiscaux que l'on a perçus chaque année, entre 2014 et 2024. Alors vous voyez que la courbe est légèrement, même assez importante, est descendante en 2018, et ça continue de monter. Je rappelle que sur cette période, on a 2 augmentations de taux des impositions locales. En 2023, c'est la dernière augmentation, on s'en souvient, et l'avant-dernière augmentation, c'était sur 2017. Vous voyez que l'augmentation que l'on connaît sur les dernières années, hors 2023, s'explique surtout par 2 phénomènes. Un, le phénomène d'augmentation des bases décidées par l'État. 2, des bases qui, en valeur absolue, continuent d'augmenter, parce que des gens font des travaux, des carrés, etc. Par exemple, on peut installer une pergola. Soit il y a des constructions nouvelles, des choses comme ça. Quand on se compare avec les communes de la Strat, au niveau des produits fiscaux, on est plutôt bien orienté. Et quand on compare nos taux aussi d'imposition, ça c'est important,
on est exactement dans la moyenne. Alors après, je sais qu'il y a un ressenti qui n'est pas forcément favorable sur nos impôts locaux, mais c'est aussi lié au fait que sur la commune, on a beaucoup de biens qui ont une dimension assez grande, qui cotisent plus tout simplement à la taxe foncière. Voilà les éléments que je voulais vous indiquer et qu'on voulait vous indiquer surtout en ce qui concerne les recettes de fonctionnement. On peut passer, si vous n'avez pas d'observation, aux dépenses d'investissement qui sont prévues au budget 2025. Alors, les dépenses d'investissement prévues au 2025, on va les voir, ce sont des opérations d'investissement qu'on a débattues en commission fusionnée travaux finances. Chaque opération d'investissement étant justifiée par au moins un devis. Bien évidemment, il faudra compléter ces devis lorsque ces travaux ou ces investissements seront réalisés. Donc dans le détail, les opérations d'investissement envisagées sur l'année, vous les trouvez au chapitre 21 pour 1 310 367,44 € et des frais d'études, on le verra aussi tout à l'heure, au chapitre 20 pour 383 080,85 €. Je précise que le chapitre 16 qui figure côté dépenses d'investissement, ce sont les remboursements d'emprunts à faire au cours de l'année 2025. Donc c'est le montant réel de ce que l'on aura à rembourser en capital en 2025. Pour le reste, le chapitre 45, alors je vous le cite pour mémoire, ce sont des opérations de régularisation comptable que l'on connaît cette année, on ne les avait pas les années précédentes, qui sont liées à la compétence GEPU. Et vous verrez également le 45 sur le volet recettes. Gestion des eaux pluviales. Voilà, gestion des eaux pluviales qui sont menées en lien avec la communauté d'agglomération. On va passer aux opérations d'investissement en faisant un focus sur les travaux de voirie. Donc vous avez ici, voilà, les travaux de voirie. Donc je rappelle les opérations envisagées. Nous avons des travaux de voirie envisagés à Balscon rue Saint-Rémy, entre Balscon et Vaux sur la route de Bourrèche, qui est actuellement en travaux pour des problèmes de canalisation. Nous avons des travaux de voirie envisagés à Montcourt pour modifier une situation de coussin berlinois qui pose problème. Je précise que c'est un coussin berlinois qui n'a jamais été retiré, contrairement à ce que j'ai pu entendre. Oui, c'est un autre. Nous avons des travaux de voirie également à Aulnoy, rue d'en bas. Et nous avons une toute petite opération, alors c'est plus vraiment de la voirie, mais on l'a laissé là-dedans. C'est un changement de noue à Bascon pour récupérer les eaux pluviales. En dehors de ça, il y a la reprise des RAR de l'année 2024, des restes à réaliser si vous préférez. Pour les travaux de la Sens, dont on parlera très très bientôt. Et vous avez également une enveloppe, comme on en a pris l'habitude, alors non fléchée, on a mis 50 000 € et on pourra faire, en utilisant cette enveloppe, des petits travaux de voirie, reboucher des trous de ci, de là, etc. Enfin, en dernier lieu, il y a également une étude qui est prévue à Vaux pour faire un état des lieux précis de l'existant afin d'envisager les investissements ultérieurs. Au final, sur les travaux de voirie, nous sommes sur un coût prévisionnel de presque 520 000 € à quelques centimes près, avec des subventions prévues de l'ordre de 102 728,85 €, soit un reste à charge après subvention de 417 267,76 €. Là-dessus, il faudra tenir compte, quand ce sera le moment, et si c'est possible, du FCTVA que l'on pourra obtenir si les travaux sont réalisés, si les études sont réalisées et qu'elles sont effectivement suivies de travaux. Voilà pour les travaux de voirie. Je vous précise que j'ai trouvé l'information aujourd'hui, j'ai trouvé ça très intéressant, que le réseau routier français, puisqu'on parlait de travaux de voirie, s'élève à 1,1 million de kilomètres actuellement, et que les 3/4 de ces 1,1 million kilomètres sont gérés, figurez-vous, par le bloc communal. D'où l'importance de faire des travaux de voirie. Et la moitié, je peux même aller plus loin, de ces 1 million et quelques sont gérés par des communes de moins de 3 500 habitants. Vous voyez l'importance des subventions pour financer ces travaux. Oui. Voilà. Merci. Je voulais rebondir sur vos études. En fait, vous, c'est la réserve
Ça fait des décennies qu'on parle de travaux à vous, d'études à vous, voilà. Donc là, ce que j'aimerais comprendre, c'est qu'est-ce qui bloque, outre le fait que ce sont des travaux considérables à envisager, mais qu'est-ce qui empêche que ça avance au niveau des études? Il y a un certain nombre d'endroits sur la commune où, pour des raisons diverses, des raisons financières à l'époque, puisqu'il y avait une étude qui avait été faite, alors ça remonte quand même à un bon bout de temps maintenant. Peut-être à l'époque c'était dans les 450 ou 470 000 euros et ça avait été abandonné par la municipalité de l'époque. Ensuite, on avait recommencé en relativement début de mandat après la crise du Covid, parce que tout le monde oublie qu'il y a eu le Covid. Non, mais il faudrait revenir d'ailleurs un jour là-dessus. Et puis, ça s'est arrêté parce que normalement, il devait y avoir un groupe de travail initié, pas par nous, et puis ce groupe de travail, il n'a pas été mis en place. Voilà. Donc, on a décidé, nous, de le relancer en sachant que l'étude préalable, outre le fait qu'elle datait, ne correspond plus en termes de subventionnement par rapport à l'agence de l'eau, étant donné que les normes de subvention de l'agence de l'eau ont complètement changé, complètement évolué. Donc on est obligé de repasser par une étude. Alors ça, c'est sûr que c'est embêtant. Alors c'est vrai que, je disais, j'ai eu l'occasion de discuter avec un certain nombre d'habitants de la rue de la Borde, qui nous disaient, ça fait des années qu'on attend les travaux rue de la Borde, c'est fait. On pourrait aller dans d'autres endroits de la commune, et je pense notamment à certains hameaux où les gens attendent depuis des années des travaux. Bon, à l'époque aussi, il ne faut pas incriminer les municipalités précédentes obligatoirement. Il n'y a pas obligatoirement l'argent. On sait très bien, et quand on est fait un état des lieux, et Michel pourrait aussi conforter ce que je vais dire, il y a énormément, il y a 28 km 500 de voiries. Quand on reprend ce que vient de dire Xavier avant, on comprend aussi bien les choses. C'est relativement énorme. Donc on essaie de refaire petit à petit, on essaie de refaire la majeure partie de ce qu'on refait en solide, pour pas que, comme par exemple la deuxième partie de la rue Jacques Fourier, qui a été très très vite dégradée, par exemple, c'était pas cher, mais ça s'est dégradé très vite. Donc voilà, petit à petit on essaie de combler. On verra le moment venu, en termes de bilan, combien, sous notre mandature, on a consacré d'argent aux travaux de voirie. On pourra faire un comparatif. Alors, certes, nous, on peut le faire maintenant, mais bon, malgré tout, on avait vu déjà qu'au bout de la 4e année, on était à l'équivalent des 6 années précédentes, en termes d'argent investi. Donc, on sera environ à un tiers de plus que la dernière fois. Donc voilà, c'est beaucoup de boulot, et c'est énorme. Et le souci à Vaud, c'est qu'il y a toujours des problèmes d'inondation dans le bas de Vaud. Il y a le fait aussi que ces trottoirs, c'est pas l'avantage de la commune quand les gens descendent et traversent Vaud. J'ai envie de dire que c'est pas non plus pour le département, parce que c'est la deuxième commune quand les gens rentrent dans le département de l'Aisne. Donc c'est vrai que voir comme ça ces travaux, vous avez vu qu'à chaque fois qu'il y a des inondations, les trottoirs c'est catastrophique, puisque ça creuse de partout, on avait des fentes de plus de 80 cm, du caillou qui descendait et tout. Donc là, nous, on a décidé de reprendre le taureau par les cornes en espérant aboutir, en lançant cette étude avec une première réunion la semaine prochaine. Stéphanie, je me souviens plus. Oui, le 1er avril, j'avais même dit, c'est pas une boutade, qui va réunir un certain nombre de personnes, dont des élus. J'avais ouvert la porte. Je ne sais pas si Mme Verneau viendra. Monsieur Prem, Mme Verneau, Pascal, je ne sais pas, voilà. Le 1er avril, oui. Alors, de tête, c'est le matin. Ça doit être à 10h30 le matin, donc avec un petit premier temps dans la municipalité, et ensuite aller donc sur le terrain, où on a invité, c'est Monsieur Le Pigeon, donc maître d'œuvre, qui a lancé donc les invitations. Alors, on a invité beaucoup, tous les corps qui sont intéressés, pour que ce soit le département, l'agence de l'eau, l'UCESA, l'UCEDA, et j'en oublie certainement, mais c'est pas grave. Oui, l'ARDF, voilà. Donc, pour essayer de voir exactement ce qu'on peut faire, et surtout à quel coût, et surtout avec là aussi la clé de l'opération, ça sera certainement là aussi les subventions.
Comment 9h30. 9h30 exactement. Voilà. Pour ceux qui ont l'occasion de passer entre Vaud et rejoindre l'autoroute ou aller vers la Ferté-Saugeoire, on traverse une commune qui s'appelle Montreuil-au-Lieu. Vous avez vu qu'ils ont fini la première tranche et ils vont attaquer la deuxième tranche. Le coût a été très très important, la recherche de subventions a été difficile, ils ont obtenu quand même des choses. Moi je crois qu'il est de notre responsabilité d'essayer de faire quelque chose pour que enfin, comme tu le disais Isabelle, quelque chose soit fait sur Vaud, avec, encore une fois, les nouvelles recommandations de l'Agence de l'eau sur la filtration, sur la parcelle entre autres, et diverses choses. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question, au moins partiellement, mais je crois qu'on ne peut pas faire beaucoup plus. Alors on va poursuivre sur les dépenses d'investissement envisagées en 2025 avec les travaux prévus dans les bâtiments qui relèvent de la propriété de la commune. En premier lieu, donc, salle polyvalente, donc il s'agit de remplacer les ouvrants situés en toiture, voilà. En deuxième lieu, les travaux école 204, donc on les a déjà évoqués tout à l'heure, c'est le remplacement de certaines fenêtres et la réfection des sanitaires. En troisième lieu, on en a parlé également tout à l'heure, la rénovation du logement situé au-dessus de la poste. Quatrième lieu, l'installation d'un portail et d'un portillon à la médiathèque, je pense qu'on peut faire un autre devis. Et puis sur une étude sur l'abbatiale, donc c'est la poursuite du diagnostic. Alors je précise que c'est budgété à ce stade à 297 000 €, avec une subvention prévue à 198 000 €, ce qui ferait un reste à charge à 99 000 €. C'est un projet, sans entrer dans les détails, que l'on ne connaît pas à ce stade, qui va certainement évoluer, on aura l'occasion d'y revenir. Donc voilà. Ensuite, sur la page suivante, nous avons les opérations qui relèvent de la dimension environnement, sécurité, cadre de vie, avec une opération, j'allais dire 3 en 1 sur l'éclairage public, puisqu'il y a à la fois des lampadaires solaires destinés à éclairer des abribus et des passages piétons. Il y a également le remplacement par tiers de l'éclairage public communal. Et puis, il y a également l'éclairage qui est prévu pour l'opération, dont on va évoquer juste après, qui est la création de terrains de pétanque. Alors, terrain de pétanque, justement, c'est une autre opération qui est envisagée au budget pour un montant de 96 000 € sur le terrain de sport à côté de la salle polyvalente. Nous avons également une enveloppe, comme chaque année, dédiée à la sécurité, signalisation routière pour divers achats et diverses réalisations qui s'inscrivent dans ce cadre. Nous avons également une enveloppe sur la création de chemins de randonnée. C'est principalement du balisage, de l'information et une table d'orientation. Et puis, nous avons une opération alarme et sécurité qui est la petite dernière du budget, si je puis dire. Et qui est destiné à renouveler les alarmes, à renouveler les plans d'évacuation, à renouveler certains poteaux d'incendie, etc., pour un montant de presque 21 000 €. Et je terminerai par le remplacement d'un garde-corps du côté de DEFTA, qui a été détérioré par un véhicule. Sur ce sujet, nous avons évidemment l'intervention d'une assurance. Sur l'équipement des services municipaux, alors il y a des achats qui sont prévus pour la salle polyvalente suite à une intervention pour compléter le mobilier, donc table et chaises. Il y a également du matériel pour la médiathèque, donc là c'est un présentoir qui est proposé avec des poufs également. Il y a du mobilier pour la mairie de mémoire, il doit y avoir un siège de bureau spécifique et puis un bloc tiroir. Il y a de l'électroménager, donc ce sont principalement des réfrigérateurs. Il y a également des investissements pour le service communication et notamment les 2 autres micros dont on a tant besoin ici. Et puis divers matériels pour les services techniques, alors peut-être que Michel pourra les évoquer mieux que moi, pour presque 59 000 €. Et il y a une opération que l'on n'a pas présentée ici, c'est l'opération achat de terrain pour 58 000 €.
je voyais pas l'intérêt de l'ajouter puisque je pouvais la citer à l'oral. In fine, donc on arrive à un budget d'investissement d'un peu plus d'1 300 000 € comme dit tout à l'heure. Alors, quand on aime bien regarder précisément ce que ça va nous coûter en détail, et donc vous voyez que vous avez un joli camembert en couleur qui vous présente le budget primitif d'investissement pour 100 € de dépenses. Vous voyez que 34,66 € relève de la voirie, 34,75 €, donc un peu plus d'un tiers, relève des bâtiments communaux, et 16,92 € relève de l'environnement, de la sécurité, du cadre de vie. On aime bien regarder également le coût par habitant, c'est le deuxième camembert en couleur. Je ne sais pas quelle est l'origine de ce camembert, mais voilà. Il faut voir que par habitant, les travaux de voirie s'élèvent à 186,27 €, les travaux sur les bâtiments 186,77 €, je prends les plus importants bien évidemment, et pour ce qui relève de la sécurité, du cadre de vie, de l'environnement, 90,94 €. Petit battu, tu as commencé à l'évoquer d'ailleurs tout à l'heure, la diapo suivante, c'est le comparatif entre le mandat en cours et le précédent mandat. En termes de valorisation des investissements effectués, vous voyez ici sur les deux mandats les dépenses exécutées, je me suis arrêté volontairement à 2024, entre 2014 et 2024 en les distinguant par mandat. Et vous voyez qu'effectivement, ce que tu disais, en valorisation, les travaux de voirie réalisés sur le mandat en cours sont plus importants que sur le mandat précédent. A contrario, sur les bâtiments communaux, c'est l'inverse. Mais c'est intéressant de voir que la municipalité n'a jamais cessé d'investir, notamment dans ces deux écoles, dans son abbatiale, dans sa salle polyvalente, dans sa voirie et dans les autres bâtiments qu'elle possède. Voilà pour les dépenses d'investissement qui sont prévues au budget. Il y a une question, donc il y a le micro. Oui. J'ai plusieurs choses qui me viennent en tête. Premièrement, on m'entend ? Oui, ouais, c'est bon. Les travaux qui étaient prévus dans la salle polyvalente, où est-ce qu'ils en sont ? Est-ce qu'ils sont toujours en cours ? Est-ce que... Voilà. Pas les fenêtres, hein, l'étude qui avait été faite pour la rénovation de la salle. Je vois que du coup 54 000 € pour les fenêtres, c'est nécessaire, c'est certain. Je vois aussi que du coup, je rebondis sur plusieurs choses. Le terrain de pétanque qui était initialement prévu autour de 50 000 €, si je me souviens bien de mémoire, on arrive à 96 000 € pour en expliquer, et on met autant dans les pétanques qui pourraient aller dans la salle poly par exemple, ou à l'école, ou n'importe quelle autre qui aurait peut-être plus besoin. Ça c'était mes deux choses, et il y avait une troisième qui m'échappe, du coup je ne sais plus. Mais ça reviendra. Donc voilà. Ça, j'aimerais vraiment avoir une réponse sur ça. C'est bon. Oui, c'est normal. Sur la salle polyvalente, je proposerai peut-être à Virginie, si elle le souhaite, de répondre sur le terrain de pétanque, sinon je le ferai, c'est pas souci. Sur la salle polyvalente, je vous rappelle qu'avec le cours d'études qu'on avait, on avait une opération qui s'élevait aux alentours de 800 et quelques mille €. Et on a eu plusieurs échanges en commission, et on n'était pas trop complètement, j'ai envie de dire, sur des propositions qui nous étaient faites, notamment par rapport à l'isolation intérieure. Et le deuxième élément, c'est qu'entre-temps, on a eu les poutres de soutien qui se sont avérées plus qu'abîmées. Donc on a fait une opération très très rapide pour que ce soit réparé et qu'il n'y ait pas de soucis. D'ailleurs, on peut remercier d'ailleurs monsieur le sous-préfet qui nous a accordé hors délai sur ce qu'il restait 50% de DETR, ce qui était quand même important. Et puis on avait aussi au niveau de la toiture un problème, on a aussi au niveau de la toiture, et peut-être que Karine pourra intervenir aussi là-dessus, un problème au niveau on va appeler ça des Velux pour aller vite, à part que ce sont vraiment des grands Velux, et derrière avec des normes de sécurité.
Donc, ce qui nous fait dire qu'il vaut mieux mettre pour l'instant un peu en stand-by le travail avec le bureau d'études, parer au plus pressé, notamment en termes de sécurité, et revenir par la suite. Ça, c'est pour la salle. Oui, mais on aurait pu voir aussi avec le bureau d'études pour justement mettre en priorité ce qui était à faire, puisqu'on avait déjà fait une étude, ils avaient déjà vu. Non, mais le bureau d'études travaillait sur la conception globale de la réflexion. Là, l'extérieur, on ne l'avait même pas évoqué avec eux, ça ne rentrait pas du tout dans leur travail. Il fallait qu'on le fasse très très rapidement. Alors en plus, je précise, parce que c'est Frédéric Gandon qui s'est occupé du dossier, qu'il y avait une seule entreprise, il en a contacté 3, il n'y avait qu'une seule entreprise locale qui était prête à faire les travaux. Donc là, on n'était plus du tout dans la démarche de travailler avec le bureau d'études pour avoir une réflexion globale, mais il s'agissait de parer au plus pressé. Donc sur ça, et puis on s'est aperçu qu'il fallait aussi parer au plus précis, donc sur ces fameux Elux. Alors ça ne veut pas dire que c'est mis au calendrier grec, hein, loin s'en faut, mais une fois que ça sera fait. D'ailleurs, je précise que l'histoire de l'Elux n'était pas dans la réflexion avec le bureau d'études, hein, puisque le toit n'y était pas. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses, après en y réfléchissant bien, qui nous ont fait dire allons-y doucement, faisons le plus pressé en termes de sécurité, on viendra vers eux, ou peut-être d'ailleurs un autre bureau d'études, je ne sais rien, on verra le moment venu. Ça, c'est pour la salle polyvalente. Par contre, on a fait aussi entre-temps un peu de, j'ai envie de dire, une remise un peu au clair par la peinture et tout, pour qu'elle redevienne plus agréable, mais ça, c'est pas des gros travaux. Et ça ne joue pas sur le reste. Alors, concernant le terrain de pétanque, si tu veux bien, Virginie, parce que c'est récurrent, ça fait plusieurs fois qu'on revient sur le même sujet. J'ai peur qu'on dise la même chose. Tant pis, hein. Oui, donc bonsoir. Par rapport au terrain de pétanque, effectivement, donc à savoir que le budget est établi sur la base du devis le plus cher. Il y a eu plusieurs devis qui ont été réalisés. Donc la totalité des travaux devrait être de 25 à 30%. Le coût devrait être de 25 à 30% moins élevé que celui qui est affiché là. D'accord? Parce que bien évidemment, nous n'allons pas retenir le devis le plus cher. Malgré tout, pour être honnête, le coût des travaux sera quand même un tout petit peu supérieur au premier sur la somme annoncée initialement, pour la simple et unique raison que la solution retenue en fait va permettre. J'ai l'impression que vous ne m'entendez pas, excusez-moi. La solution retenue en fait, la réalisation du terrain en profondeur en fait. Va être beaucoup plus pérenne, voilà, avec davantage de couches de concassés de manière à ce que ce soit beaucoup plus stable. Donc il vaut quand même mieux investir 10 000 € de plus et avoir un terrain stable, pérenne, plutôt que quelque chose qui risque de s'affaisser un petit peu. Et puis il y a un petit chemin d'accès qui permet notamment justement l'accès PMR qui n'avait pas été prévu au départ. Mais voilà, soyez rassurés, le coût final sera de 25 à 30% moins cher que la somme annoncée dans ce budget primitif. Je sais pas, Karim, si tu veux rajouter quelque chose sur la sécurité, peut-être non, je ne sais pas. Non, parce que là, ça risque d'être moche. non, il n'y a pas de souci, on essaie de faire poursuivre les travaux en cours. Effectivement, il y a des manquements, comme là sur la salle polyvalente. J'avais une petite panique au niveau des lignes budgétaires qu'avait fait notre adjoint aux finances, parce que je ne retrouvais pas exactement, je ne savais pas exactement ce qu'il y avait sur les lignes. Comme il m'a dit qu'apparemment tout ce que j'ai demandé comme cadeau serait acheté, je suis content. Tiens, rassuré. Très bien. Je confirme, j'ai bien pris en compte les derniers devis arrivés in extremis. Voilà. Je ne sais pas si on peut qualifier ça de cadeau, mais ils sont bien pris en compte. Alors après, c'est dans l'intérêt de... Après, de manière générale, quand on a plusieurs devis, par précaution, on prend toujours celui qui est le plus élevé, tout simplement parce que c'est une sécurité. Ça nous évite d'avoir à faire des déplacements de crédit. Je peux me permettre de reprendre la chose. On va passer maintenant aux recettes d'investissement pour vous, si vous voulez bien. Donc, c'est... voilà, juste après. Alors, je ne peux pas m'empêcher de faire des coquilles à chaque fois que je prépare un truc. Il ne faut pas lire dépenses, il faut lire recettes dessous le 31. Je l'ai beau relire 36 fois, et ben ça ne viendra pas, ça ne viendra jamais, c'est bon.
Allez, plus sérieusement, les recettes d'investissement. C'est là où on va retrouver en première ligne au 0,21 notre excédent de fonctionnement, où je vous ai dit tout à l'heure, on a plus de recettes de fonctionnement que de dépenses de fonctionnement, fort heureusement, et ça va nous permettre de financer une partie de nos investissements. La somme de 81 987,08 que vous voyez ici, c'est exactement ça. Vous voyez que nous avons une somme de 608 033,38 qui constitue des subventions demandées ou à demander. Je passe sur le 45, c'est le GPU que j'évoquais tout à l'heure, c'est le volet recettes. Et ce sur quoi je voulais intervenir également, c'est sur le chapitre 16. Donc là, on a par précaution, alors on verra si on l'utilise ou on ne l'utilise pas, comme l'an dernier d'ailleurs, un emprunt d'un montant de 90 000 euros. Les 1 000 euros des 91 000, c'est autre chose. C'est pour autre chose. C'est pour les cautions pour des logements. Donc on a prévu un emprunt de précaution de 90 000 euros dans ce budget. On verra in fine si cet emprunt est utile, s'il n'est pas utile. 90 000 euros, c'est presque le montant de ce qu'on va payer en remboursement d'emprunt cette année. C'est quasiment la même chose. Un petit focus, diapo suivante sur notre ratio d'endettement. Je crois que j'avais déjà présenté ce graphique, donc pardon si je répète. Vous avez, il est considéré que le niveau d'endettement idéal pour une collectivité doit être inférieur à 1,2. Je précise que le ratio d'endettement, c'est ni plus ni moins les recettes de fonctionnement sur le capital restant dû au 31 décembre de la même année. Vous voyez que nous, notre ratio d'endettement, il a commencé en 0,8 en 2014, il finit, on est à 0,2 actuellement en début 2025. Donc la situation en termes d'endettement de la commune est très très bien orientée. Je termine par une précision qui n'est pas ici, sur la taxe d'aménagement. La taxe d'aménagement, donc nous l'avons budgétée cette année pour 6 000 euros. Il faut savoir que cette taxe d'aménagement est en perte, si je puis dire, puisque au niveau national, son enveloppe globale diminue de 700 millions d'euros. Ça s'explique tout simplement par la baisse des opérations de construction, moins 18% en 2024, et vous en avez sans doute entendu parler via les difficultés du secteur du BTP. Voilà tout ce qu'on avait prévu de vous dire sur le budget. Questions, observations, c'est à vous. Pourrait-on avoir la liste des travaux en régie, s'il vous plaît? Parce que je vois que sur le budget, on a 31 000 euros, 31 949. Peut-on avoir la liste de ces travaux qui seront réalisés sur 2025? On va vous l'envoyer comme à tout le monde, comme j'ai fait hier pour le grand livre. Ce sera plus rapide, ce sera moins long. Y a-t-il d'autres remarques? Non. Donc vous voyez qu'au total, si on ajoute le budget de fonctionnement et le budget d'investissement, on est un peu plus de 5 500 000. Parce que ce qui est toujours important aussi dans un budget, notamment le budget d'investissement, c'est de regarder aussi le taux de réalisation. Et ça sera pour l'an prochain. Alors, on l'a indiqué là, sur... pour la prochaine, on prend celui-là. Oui. Mais en comparaison par rapport au mandat précédent, on est un petit peu supérieur à taux de réalité. Pas d'autres questions? Suivant. On peut passer directement au vote donc, du budget primitif 2025. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Alors que je ne me trompe pas. Vous pouvez bien lever la main, s'il vous plaît, parce que 1, 2, 3. Parmi ceux qui ont des pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, le budget est adopté par 15 pour et 4 abstentions. C'est bien ça, je ne me suis pas trompé? Très bien, c'est important. Nous arrivons à la fin de ce conseil municipal. 2 ou 3 informations à agenda, même plutôt que 2 ou 3, on va dire même carrément 5.
Donc je vous rappelle que ce n'est pas terminé le printemps des peintres jusqu'au 30 mars à la médiathèque Jacques Lotte. On a fait une opération vendredi, il y a maintenant une semaine. Il y a un certain nombre d'élus étaient présents. Parmi les élus présents, entre autres Mme Vernon, mais pas seulement, je crois qu'on peut partager l'idée que c'est une belle exposition avec nos peintres locaux. Vraiment intéressant à voir. Et puis il y a les écoles qui, petit à petit, lorsqu'ils vont à la médiathèque, peuvent voir aussi les œuvres exposées et échanger autour de ces œuvres. Alors le CCAS, donc on a fait état de la réunion de la semaine dernière du CCAS, mais maintenant il y aura le 3 avril le conseil d'administration du CCAS avec le vote du budget, puisque maintenant nous avons donc intégré le vote de la subvention de 4 000 €. Il fallait faire donc le vote du budget du CCAS après le conseil municipal. La CCID, donc commission communale des impôts directs, qui aura lieu aussi le 1er avril, mais à 18 h. Commission travaux et d'appel d'offres le mardi 8 avril à 10h30, donc, qui concernera l'attribution du marché de travaux de voirie Cheval-la-Sens, puisque le dernier délai, Stéphanie, pour le dépôt des offres était lundi dernier à midi. Oui, la réunion aura lieu à 10h30, on a un impératif par rapport à ça. Prochain conseil municipal donc, est fixé le 22 avril prochain, donc à 19 h. Oui. Bien sûr. Je voudrais connaître l'état d'avancée du dossier API et savoir aussi à quel moment seront remplacés les feux avenue du Général de Gaulle. Ah, alors bon, on va commencer par le deuxième, hein, puisqu'on a voté au dernier conseil municipal la délibération. On a envoyé tout de suite, évidemment, et la réponse qu'on a eue, c'est que le feu était commandé. C'est bien cela, hein, que je ne me trompe pas. Et donc on a insisté pour que le feu et la carte pour l'autre feu. Pardon? Ouais. Ouais, c'est parce que donc, au niveau du SEDA, ils font toute une programmation et après, ils donnent l'ordre à, aidez-moi, à GTI de faire. Sur Aldi, bah, écoutez, ça viendra prochainement. Il y a le dépôt du permis d'aménager qui devrait se faire ou qui va se faire très prochainement. Donc moi, je n'ai pas d'informations supplémentaires. Et comme on s'est engagé, le moment venu, il y aura une présentation au conseil municipal du projet d'aménager. Et puis ensuite, on a prévu une réunion publique dans la foulée. Donc voilà, c'est long hein, parce qu'il y avait les problèmes de la succession de M. Charlier, hein, qui a, ça nous a fait du 1 an et demi, enfin ça nous a fait, c'est pas nous, c'est Aldi, hein, c'est pas qui a fait un retard d'environ 1 an et demi pour la procédure, mais je crois que je t'ai pas assez bien répondu, Pascal. Non, j'ai une autre petite question. Ah ben vas-y, c'est le moment, profite-en. Concernant le déménagement des frais, où ça en est? Alors officiellement, je n'ai personnellement, en tant que maire de la commune, je n'ai aucune information. Donc par contre, il y a un certain nombre de bruits qui courent, hein, évidemment. Personnellement, je n'ai rien d'officiel. Rien. Parce que j'ai rencontré Sébastien Eugène il y a 3 semaines de cela et justement, il a fait des propositions de bâtiments, mais... Oui, j'en avais fait état déjà bien avant. Au niveau de la com d'Aglo, il y avait le même souci. D'ailleurs, j'étais associé aux discussions avec Sébastien et la vice-présidente à la vie économique. Il y avait le souci d'essayer de faire des propositions à DEFTA pour qu'ils restent sur place. Ben voilà, dans le secteur. A priori, la première proposition n'a pas retenu leur satisfecit. Peut-être qu'il y en a eu d'autres entre-temps. Voilà. C'est là où on est vraiment au niveau des bruits qui courent, et vous savez que quand les bruits courent, ça court dans tous les sens, tout est n'importe quoi. Donc voilà. Donc, parce que là, l'échéance est courte quand même. Parce que pardon? L'échéance est courte quand même. C'est le mois d'août. Oui. Moi, dès que j'aurai une information officielle, sûre, bah, évidemment, je la communiquerai déjà en premier aux conseillers municipaux, ça c'est clair. Je n'ai aucune, pour que les choses soient bien transparentes,
Je n'ai eu aucun contact avec le responsable national de l'EFTA sur ce sujet, ni avec le directeur de l'usine ici. Aucune information fiable, ça soit bien clair. Voilà, mais c'est un souci important. Alors c'est un souci parce que déjà derrière il y a de l'emploi. Quand on voit sur l'ensemble du bassin, et on l'a vu sur plusieurs entreprises de Château-Thierry, là j'ai fait des comptes au niveau des missions locales, justement, avec notre casquette du nombre d'emplois qui risquaient d'être perdus. Là on est dans les centaines, et ça commence à... On approche des 150. Alors voilà, ça commence à faire beaucoup. Nous sur la vie communale, derrière aussi on a de l'argent qui rentre aussi avec l'usine, et puis on a aussi des habitants de la commune qui travaillent actuellement à l'usine. Et là, on est on est à la fois dans la dimension économique, financière, mais aussi humaine. Et ça, il ne faut jamais oublier la dimension humaine dans les décisions qu'on peut prendre à notre niveau. Voilà, mais c'est bien fait de poser ces questions, mais malheureusement, je ne peux pas te répondre complètement à tout. Pas d'autres questions diverses? Non? Très bien, non? Voilà. Je tiens à dire que dans tout ce qui concerne le secteur économique, on voit ça, entre autres aussi avec Frédéric, dans le cadre de sa délégation. On suit ça bien avec les champs de compétences des différents élus. Très bien, je vous propose... Ah oui, alors, souvenez-vous, il faut absolument signer. C'est signé, on a déjà. Je vous félicite. On va finir de signer de ce côté-là. Et bonne soirée à vous. Et donc, prochaine réunion le 22 avril.